Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Heurtebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour. Pour ce podcast de notre émission Géopolitique en Asie, nous allons continuer sur le podcast de la semaine dernière qui parlait des différents éléments de la politique publique, de la diplomatie publique chinoise. On avait commencé par évoquer deux choses, l'absence de Xi Jinping au sommet des BRICS et l'affirmation de Wang Yi selon laquelle Pékin ne souhaiterait pas voir la Russie perdre. Nous avions aussi, pour résumer le podcast de la semaine dernière, nous avons développé un peu les BRICS, la nature des BRICS, leur histoire, pourquoi ça a été créé dans ce but de non-alignement ou d'opposition à l'américanisation, l'hégémonie américaine et cet agrandissement des BRICS, et le fait aussi que les BRICS n'étaient pas toujours alignés sur certaines pratiques. Et donc, la question, c'était pourquoi est-ce que Xi Jinping était absent, serait absent au sommet des BRICS de début août 2025. Ça serait une première, en fait, pour un dirigeant chinois depuis 2009, la création des BRICS, le premier sommet des BRICS. Donc, il y aura des dirigeants. Le seul dirigeant qui sera similaire, c'est Lula da Silva, après une longue parenthèse de non-présidence. Et aussi, pour d'autres raisons, on va voir que la présence du dirigeant russe la Russie ne sera pas représentée par son principal dirigeant. Donc, comment comprendre cette absence de Xi Jinping ? On avait dit deux hypothèses au départ, plus une troisième qu'on suivra plus tôt. Donc, la première, c'était que de toute façon, la Chine a tellement sa marque dans les BRICS que la présence du numéro 1 chinois n'est plus essentielle. Le numéro 2, à savoir Li Qiang, peut aussi très bien faire l'affaire. Et la deuxième, c'est donc certaines spéculations selon laquelle, le mois d'été sera complexe pour Xi Jinping, qui aurait moins de prise sur le pouvoir. En tout cas, il y aurait des luttes entre les factions, la faction des anciens et la faction de Xi Jinping. Et selon donc le New York Post, Xi Jinping serait poussé vers la sortie par les anciens du PCC. Alors on ne sait pas si véritablement encore des fois à de telles suppositions. Donc une manière plus simple peut-être de voir l'absence des BRICS, c'est de comprendre le paysage politique qui est aujourd'hui extrêmement fragmenté. C'est parce qu'il y a entre les membres des BRICS, et on s'est arrêté la dernière fois, des intérêts très divergents. Prenons simplement, par exemple, considérons simplement que l'Inde et la Chine sont tous les deux membres des BRICS, mais l'Inde et la Chine ont des intérêts divergents sur un grand nombre de points. Évidemment, ils ont un conflit frontalier qui est important, qui demeure, et surtout, qui apparaît de plus en plus en ce moment, c'est la question du Dalai Lama. Et donc le Dalai Lama, qui du point de vue indien doit être nommé par des bouddhistes, du point de vue chinois doit être nommé par le pouvoir central, puisque sa résidence de Tibet fait partie de la région dite autonome du Tibet, contrôlée par la République populaire de Chine. Donc ça, c'est des divergences importantes entre les deux membres fondateurs des BRICS. Ensuite, on sait que parmi les nouveaux entrants, il y a aussi l'Iran et les Émirats. Pareil, Iran et Émirats, il y a aussi de nombreuses frictions, malgré, on peut dire, le chapeau commun de l'islam. Il y a en réalité des relations divergentes par rapport à Israël, par rapport aux États-Unis. On le voit, on l'a vu entre la guerre entre l'Iran et Israël. On peut pas dire que l'Iran a été soutenu par les Émirats, sauf du point de vue un peu verbal. Ensuite, il y a aussi la Russie et le Kazakhstan. La Russie et le Kazakhstan, aujourd'hui aussi, sont dans des relations plus complexes. Le Kazakhstan veut s'affirmer comme puissance autonome et vise de plus en plus à se détacher de l'influence du grand frère russe. Donc, on voit que entre chaque membre des BRICS, il y a des relations qui sont
en fait potentiellement conflictuelles, ce qui rend difficile le fait de trouver un intérêt commun, une ligne commune pour tous les dirigeants des BRICS, même si au niveau démographique, au niveau économique, ils représentent un poids certain et un réel poids au niveau par rapport au reste du monde. Et donc, on imagine que si l'Argentine avait été intégrée, ça serait aussi une occasion de tension entre, par exemple, l'Argentine et le Brésil, surtout en ce moment, étant donné les deux factions politiques opposées au pouvoir dans les deux pays. En outre, ce qui peut expliquer l'absence de Xi Jinping, c'est que le président indien Narendra Modi a été invité à un dîner d'État par le président Lula, et donc ce n'était pas Xi Jinping. Et peut-être aussi du point de vue chinois, finalement, le numéro 1, ça doit toujours être, au sein des BRICS, ça doit toujours être d'abord Xi Jinping, d'abord la Chine, et le fait de ce rapport Brésil-Inde, qui va être sans doute amené à s'accroître au fil des années, parce qu'ils sont en fait en ligne sur un grand nombre de choses. On peut dire là qu'il s'agit véritablement de deux non-alignés. On peut pas dire que la Chine est non-alignée. La Chine est alignée avec la Russie et l'Iran contre les États-Unis. Il n'y a pas de non-alignement. C'est un alignement anti-occidental plus qu'un non-alignement. Par contre, pour le Brésil et l'Inde, ça peut se discuter de parler de non-alignés. Et donc, peut-être le fait d'avoir choisi d'inviter le président indien Narendra Modi plutôt que celui chinois a joué. Le Premier ministre indien. Et donc, pourquoi ? Parce que ça me démontrait une approche des BRICS qui était moins anti-occidentale que, en fait, la Chine pouvait le souhaiter. Donc ça a pu jouer aussi, le fait que c'était pas Xi Jinping qui était au centre, le fait que l'Inde et le Brésil profitaient aussi de ce sommet pour affirmer leur relation étroite. Et aussi, évidemment, ce qui a pu jouer pour Xi Jinping, c'est que le président russe, Vladimir Poutine, ne pourra pas se rendre à Brasilia, évidemment, parce qu'il y a le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale qui pèse contre lui. Et donc, Xi Jinping, peut-être qu'il n'a pas aussi décidé de se rendre au Brésil, pas tout à fait par solidarité avec la Russie, mais d'une certaine manière, si Poutine n'y est pas, il y a moins l'occasion aussi, ça enlève cette occasion aussi pour les deux dirigeants de se rencontrer, de décider des choses en commun. Donc, Xi Jinping ne va pas à Brasilia. Pourtant, il est allé à Astana pour une visite d'État. Et aussi, il a participé au sommet Chine-Asie centrale, donc à Astana, en 2025. Donc ici, peut-être une autre possibilité, dernièrement, c'est que ça montre un recentrage en fait de la Chine sur l'Eurasie. Peut-être les BRICS, c'est en soi, il y a quelque chose d'un peu trop élargi, mais le fait que Xi Jinping se soit rendu à Astana dans le cadre du sommet Chine-Asie centrale, ça montre aussi que la Chine aime être au centre des organisations et que ici il y a la volonté à travers le partenariat avec la Russie aussi de consolider ça et en même temps de le consolider avec aussi le renforcement des liens Chine-Asie centrale qui est à la fois qui peut être complémentaire à celui de la Russie mais qui est aussi évidemment en forme de tension. Puisque pendant longtemps, l'Asie centrale était le précaré de la Russie. Alors, maintenant, dans les quelques minutes qui restent, on va essayer rapidement, il faudrait plus développer encore, revenir sur cette phrase de Wang Yi à Kaja Kallas, selon laquelle Pékin ne voulait pas voir une défaite russe en Ukraine, de peur que les États-Unis ne déplacent toute leur attention sur Pékin. Voilà, ça c'est la manière dont ça a été rapporté, les propos ont été rapportés via le South China Morning Post. Et c'est une phrase qui est en fait assez étonnante. Pourquoi ? Parce qu'elle contredit un peu la position officielle de la Chine, selon laquelle la Chine ne serait pas partie prenante du conflit entre la Russie et l'Ukraine. C'est une affaire interne à la Russie, puisque la Chine comme la Russie sont dans des visions un peu impériales et donc contestent un peu l'existence d'États
si ceux-ci sont vus comme partie prenante de l'Empire, donc pour Taïwan, donc Taïwan n'existe pas, il n'y a pas de République de Chine selon Pékin. Pour la Russie, l'Ukraine n'existe pas, c'est que des Russes ou des gens qui auraient oublié d'être Russes, et donc il n'y a pas de guerre, il y a une opération spéciale. Donc en fait, la Chine, la Russie n'a pas attaqué l'Ukraine, elle s'est défendue, et pour faire taire une guerre civile, elle est obligée d'envahir un territoire. Voilà. Donc sur ça, il y a en fait un accord entre la Chine et la Russie. Et donc la Chine, en fait, a dit depuis le début qu'elle n'est pas partie prenante du conflit, alors qu'aujourd'hui on sait qu'en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a un rapport de l'Ukraine en avril 2025 qui montrait que il y avait 163 Chinois qui participaient à la guerre activement, et en plus on sait que la Chinois approvisionne la Russie en matériel qui peut avoir un double usage, et notamment la nitrocellulose, qui est utilisée pour les explosifs, mais qui peut toujours être acheminé à titre civil. Et donc, alors, on ne sait pas exactement si Wang Yi il a dit ça, si c'est les mots exacts, mais en tout cas, ça dit beaucoup. C'est-à-dire que on peut pas supposer non plus que c'est complètement inventé ni complètement transformé. Je pense que ça exprime la volonté de la Chine de faire comprendre à l'Europe, en fait, que la position chinoise et cette affirmation, elle intervient au moment où, enfin juste avant que ne se déroule, que n'intervienne la visite d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et d'Antonio Costa, le président du Conseil européen, à Pékin, en juillet. Donc il devait avoir un sommet Chine-Europe, on y reviendra dans une prochaine émission. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui est un peu mis dans la balance. Pourquoi ? Parce que s'il y a vraiment un point de différence entre l'Europe et la Chine, c'est vraiment par rapport à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, puisque la Chine se place clairement du côté de la Russie et l'Europe clairement du côté de l'Ukraine. Et en plus, ça on y reviendra aussi, c'est cette affirmation de Wang Yi, elle intervient alors que l'Union européenne s'apprête à inscrire sur sa liste noire 2 banques chinoises pour avoir enfreint les sanctions avec la Russie. Et ça, Wang Yi s'y est opposé expressément. Et elle dit que la Chine a dit qu'elle riposterait si les prêteurs chinois étaient inscrits après l'accord de 27 sur la liste, donc des banques soumises aux sanctions européennes pour financement de la guerre russe. Mais de façon plus globale, le message de Pékin, c'est que la Chine ne veut pas faire face à un second effondrement russe. La Chine ne doit pas, du point de vue Pékin, s'effondrer comme ça a été le cas en 1991. Donc c'est pour ça qu'il est très important pour eux que Poutine gagne, ou au moins ne perde pas, mais ne pas perdre pour Poutine, ça veut dire gagner. Donc la Chine fera tout, donc maintenant c'est assez clair, pour pas qu'il y ait de défaite de la Russie. Donc ça, c'est un élément de clarification extrêmement important et qui n'a pas été encore sans doute assez bien clarifié. Ça peut influer sur la suite des opérations. Et donc ces 2 événements mis bout à bout, ça montre en fait une sorte de recentrement sur les affaires internes. Et tout ça, en fait, avec l'absence de Xi Jinping au sommet de Rio, ça montre un peu le nouveau paysage des relations internationales de la Chine. C'était Jean-Yves Heurtebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.